Super. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Jacques Bastian qui va nous parler, célèbre expert de Strasbourg, bien connu pour la faïence. Il va nous parler du service à la française chez les Hanong au 18e à Strasbourg. On le remercie beaucoup de s'intéresser à nous et nous lui passons la parole. Jacques, c'est à vous. Merci, merci Cécile. Euh, Merci aux Amis de Sèvres de m'accueillir et de me permettre de présenter ceci parce que c'est un sujet qui m'est cher aujourd'hui et où j'ai travaillé avec mon épouse Marie-Alice depuis un long moment là-dessus. Le service à la française chez les Hanons au XVIIIe siècle à Strasbourg. euh, pour commencer, je vais en introduction essayer de vous définir un peu le service à la française. Le service à la française est une notion compliquée. Une notion compliquée dans le sens où on entend par le service à la française une manière de servir. En allemand, il parle de französische Methodeservice. C'est une manière de servir le repas. Et je crois que ça, c'est une chose très importante parce que la terminologie française complique beaucoup les choses. Nous appelons aussi service les différentes étapes qu'il y a dans le repas, qui s'appelle aussi un service. Et en plus, en français, nous appelons service l'ensemble de vaisselle qui est nécessaire à présenter ce service. Le service à la française se met en place à la fin du XVIIe siècle et le problème, c'est une notion assez vague. Il diffère suivant les pays, il diffère suivant les époques et surtout, ça diffère, ça diffère suivant le niveau social. En général, dans le service à la française, il n'y a pas de verre sur la table, mais surtout la chose essentielle, entre chaque service et donc chaque étape du service, on débarrasse complètement la table et on enlève complètement ce qu'il y a dessus. C'est tant et si bien que cette société qui veut quand même avoir des nappes propres, ils avaient en Allemagne un système où ils avaient superposé les nappes et entre chaque nappe, il y avait un cuir qui permettait de ne pas avoir de nappe tachée pour chaque service, chaque étape du service. Euh, le service à la française est avant tout, et en France en particulier, une idée pour éblouir les gens. Et vous avez dans les lettres du président de Brosse de 1739, à son entrée à Rome, il fait une comparaison entre le service à l'italienne et le service à la française, où dans le service à la française, il dit il faut que ce soit fantastique, qu'il y ait des invités, même si on ne les connaît pas. C'est assez incroyable. Je ne veux pas vous lire ce texte qui est un peu long, mais si vous avez l'occasion de regarder ceci, ça vous permet de voir qu'il faut surprendre, émerveiller et faire quelque chose de grandiose, quitte à se ruiner. Euh, Alors, qu'est-ce qui n'est pas dans le service à la française, dans cette méthode du service à la française? C'est tous les repas qu'on peut avoir entre amis. Ici, vous avez le déjeuner d'huîtres de 1735, où, de toute évidence, c'est un grand désordre et il n'y a rien à voir avec un repas à la française, suivant cette méthode en étapes. Vous avez aussi un genre de souper fin qui ne correspond pas non plus du tout au service à la française. Ce sont deux couples qui sont seuls là et qui font une dînette avec une table au premier plan, avec rafraîchissoir à verre, rafraîchissoir à bouteille, et ils restent entre eux. Dans le déjeuner au jambon de Nicolas Lancret de 1735,
Ce n'est pas non plus le repas, le service à la française. Vous voyez au premier plan par terre les assiettes en faïence, il y a des assiettes en faïence qui ont été cassées. Sur la table, il semble y avoir deux rafraîchissoirs en 5 clous et ils semblent manger dans de la porcelaine de Chine. C'est une bande d'amis qui se sont réunis et qu'il n'y a rien à voir. Il y a des serviteurs quand même autour, mais ce n'est pas du tout le système du repas à la française. Un repas de chasse comme ceci, où on a monté en pleine campagne, sans doute pendant le repos pour le déjeuner, une table avec des tréteaux, où il y a des verres sur la table, on amène à manger au- euh, au président de chasse qui est là, et c'est une chose qui n'a rien à voir non plus. De même qu'un repas au retour de la chasse où c'est le pique-nique qui est par terre de cette peinture de 1725 de Nicolas Lancret, hein, où il y a juste une nappe qui est par terre sur laquelle on a mis des couverts. Et naturellement, dans les bas niveaux de la société, cette gravure de Ténier qui présente ces gens autour d'une table qui vont partager un morceau de pain pour le repas. Ça, je voulais bien que ce soit clair, le repas à la française, le service à la française, c'est vraiment pour les grandes occasions, à moins qu'on soit le roi de France ou des gens comme ça qui l'utilisaient plus souvent, mais on ne l'utilise pas systématiquement tout le temps. Un autre élément qu'on utilise aussi très peu, c'est, ou du moins pas du tout, qui ne vient jamais sur la table, c'est l'écuelle à bouillon et son présentoir. C'est ce qu'on vous amène sur votre lieu de travail ou au lever, où un serviteur, un domestique tient le présentoir, la personne à qui l'on apporte ceci saisit l'écuelle à bouillon par les deux anses, on lui enlève le couvercle et elle boit sa soupe roborative avec des éléments vraiment pour subvenir. Et je crois que ça, c'est intéressant de voir dans ce service de toilette conservé au Nationalmuseum de Munich, et où vous avez tous les instruments de toilette. Vous avez aussi un service pour le thé et le café, mais vous avez au premier plan aussi l'écuelle à bouillon qui fait partie là du service de toilette et qui servait à se sustenter au réveil. L'écuelle à bouillon, pour nous, dans la céramique, alors est très importante parce que c'est une pièce unique. L'écuelle à bouillon, dans l'analyse du décor, va vous permettre de détecter parfois des choses d'avant-garde ou des peintres particuliers. Et ici, vous avez cette écuelle à bouillon conservée au Musée des Arts décoratifs de Strasbourg. On a fait des essais de pourpre dans la robe du Chinois. C'est environ 5 mm de haut. On est vraiment dans les années 1745, où on commence à introduire le petit feu à Strasbourg, et on ne peut pas concevoir une décoration comme ceci, ou du moins à de très rares exceptions, pour un service. C'est vraiment déterminant pour une écuelle à bouillon, où on va demander à un peintre particulier, comme par exemple ici Johann Samuel Tenisch, qui après est parti pour l'Allemagne du Nord et qui a peint la peinture de cette écuelle à bouillon avec comme caractéristique une rose au gabarit sur laquelle s'étagent ces pétales de façon un peu particulière. Venons-en maintenant au service à la française. Le service à la française est toujours basé sur une question de symétrie dans la décoration. Un surtout de table au centre qui, lui, ne va pas bouger. Par contre, entre les différents services, les étapes du repas, on va enlever tout ce qu'il y a autour et on va remettre des choses à neuf. Dans le service à la française, les aliments sont parfois présentés en un seul morceau, comme un porcelet ou une chose comme ça, mais après, ils sont disposés en morceaux découpés dans les différents plats, et les gens se servent du plat à l'assiette. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas du tout l'assiette qui est amenée garnie. L'assiette amenée garnie, c'est dans le système du service à la russe. Ici, les morceaux sont placés dans différents plats et les gens se servent. Tout ceci va être débarrassé. Alors, généralement, dans le service à la française,
Le premier service, c'est les poissons rôtis, les poissons en sauce. Deuxième service, viande rôtie, viande en sauce. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Le premier service, ce sont les pot à oil et les terrines qui arrivent sur la table. Le deuxième service, les viandes, les poissons rôtis, les poissons en sauce. Troisième service, les viandes rôties, les viandes en sauce. Et le quatrième service, ce sont les desserts, les entremets, et où arrivent généralement les verres sur la table. Ça, c'est la règle générale, mais il est certain que chacun faisait un peu ce qu'il voulait à partir de ceci. Je crois que la chose importante, c'est de voir que tout était débarrassé à chaque fois entre chaque service. Et voilà une reconstitution qui a été faite au Bayerisch-Nationalmuseum de Munich, où vous voyez la table dressée avec au centre le, le, le surtout de table avec deux autres surtouts, et vous avez des chandeliers garnis, des saucières, et ils ont même placé des pots à oil, des assiettes, et vous remarquez qu'il n'y a pas de verre, qui vont arriver seulement au quatrième service. Dans cette peinture conservée à la mairie de Raon-l'Étape, qui est importante parce que c'est une table ronde, une pièce qui sera souvent utilisée, et où il semble que le prince de Salm, qui est ici au centre, a un siège un peu plus grand que les autres, qui doit être un fauteuil. On en reparlera après pour le service de Clemens August. Il y a des rafraîchissoirs à verre, et les tables à côté, ce sont les tables qui servent à amener les différents plats qui vont être présentés sur la table. C'est important de voir ceci, et je pense que ça a été une règle qu'on pourra observer dans d'autres lieux. Aussi, chose importante, c'est dans toujours cette idée d'émerveiller, d'éblouir les gens dans le service à la française, vous avez les tables volantes. Vous avez un livre qui vient de paraître de Stéphane Castelluccio sur chaises et tables volantes. Je crois qu'il présente très bien la situation. Ce qu'il faut bien comprendre, la reconstitution que je vous présente ici de la table volante qui avait été installée par Léopold et Élisabeth Charlotte au château de Lunéville, qui a aujourd'hui disparu, nécessitait énormément de personnel pour faire fonctionner la table, pour faire apporter les repas, que ces repas arrivent chauds pour venir servir les convives. Et Thierry Franz a essayé une idée du nombre de personnes, environ entre 10 et 20 couverts. Il fallait un personnel entre 50 et 80 personnes pour arriver à servir un repas à la française. Alors, à quoi ça ressemble au point de vue céramique? Là, vous avez la célèbre photo du château de la Clemenswerth de Clemens August, qui a été prise au début du XXe, qui, pour moi, pour mes recherches, a été très important parce qu'elle nous permet de reconstituer tout ce qu'il y avait dans un service, et d'arriver à identifier les pièces précises. Parce que dans le service à la française, les formes ont une fonction. C'est-à-dire que le pot à oil qu'on vous amène sur la table est plutôt de forme ronde. La terrine est allongée. Dans le pot à oil, vous avez une soupe avec du poisson et de la viande. Dans la terrine, vous avez plutôt un ragoût. Et vous voyez toutes ces pièces, comme cette invitation pour les noces d'or à la maison de la corporation zum Schluss la Balle, toutes les grandes pièces sont toujours présentées sur des présentoirs. La fonction de toutes ces formes, avec se met en place fin 17e, début 18e, avec la cafetière qui est allongée, la chocolatière qui a une anse latérale, la théière qui est plutôt sphérique. C'est très important parce que chaque fois qu'une de ces formes arrivera sur la table, les gens savent ce qu'il y a à l'intérieur. De même que pour le moutardier, qui a la forme d'un tonnelet, ça se met en place dans les années 1750. Le pot à jus,
est aussi très important. C'était un ustensile qui était en ensemble de 6, 12, 18 ou 24, et chaque personne recevait ceci devant son assiette, et qui avait généralement un jus sucré, genre confiture d'érable, pour accompagner les venaisons. Le moutardier, par contre, lui, il a une encoche dans le couvercle pour la cuillère à moutarde. Nous avons la chance d'avoir à Strasbourg le prix marchand de Joseph Hanon de 1771, où les numéros qui sont là, qui sont en usage dès les années 1763-64 à Strasbourg, mais qui nous permettent d'arriver à avoir une idée de ce que c'était ce service à la française. Vous voyez, les numéros que vous avez là, le numéro 111 correspond à un plat ovale façon d'argent, où vous avez sur le catalogue marchand le prix en blanc, en peinture des Indes, c'est-à-dire en qualité contournée, en qualité fine, à bord or simple et triple. C'est important de voir ceci pour l'explication de ce problème de peinture des Indes, des peintures fines. Je vous renvoie à la conférence qu'il y a sur la peinture florale sur faïence et porcelaine en Europe au XVIIIe siècle, que les amis de Sèvres ont également enregistré. Et vous avez dans tous ces numéros les plats en baroque, les pots à oil, les terrines. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Potaol, terrine, et vous avez le chou. Le chou numéro 458 fait partie du service à la française, hein, pour arriver à présenter des aliments. Et le musée de Strasbourg conserve un chou où, à l'intérieur du couvercle, il y a marqué ce à quoi il servait. C'est un peu petit approvisionnement de diverses sortes de bonbons de Strasbourg, à les renouveler plus fraîches de l'espèce, ce que l'on en aura trouvé passable sur le premier avis et ordre que l'on ait attendu à Paris à ce sujet. Donc, et vous voyez que le chou ici a vraiment un couvercle où vous arrivez à avoir une prise qui permet de le manipuler, hein. Le, pardon. Et ce qui est intéressant de voir, toutes les pièces destinées au service à la française, c'est-à-dire au point de vue vaisselle, s'arrêtent au numéro 873. 873. Et ça, c'est important parce que tout ce qui va être après 873, ça ne va pas servir au service à la française. Et vous avez là, par exemple, une demi-lune. Excusez-moi, c'est une bouquière, le vase à fleurs, les caisses à oignons pour oignons de tulipe ou jacinthe, qui ne sont plus dans le service à la française, qui ne vont plus sur la table. Et là, l'écuelle à bouillon n'est pas dans ces numéros-là, et elle le vient après et ne correspond pas au service à la française. À Strasbourg, on a aussi la chance d'avoir à la fin du catalogue marchand conservé à la BNU de Strasbourg, une spécification d'un service en faïence, où vous avez les terrines rondes ou ovales. On est vers 1770, où la notion de pot à oil et terrine est peut-être moins présente, et vous remarquez que tout ce qui est composé comme plat est toujours en paire. Cette notion de paire sur la table pour arriver à faire un décor lors de l'invitation du repas à la française. Là, vous avez un détail, et vous avez alors le service en demi-fin ou fleur des Indes revient, le pareil en blanc uni, le même service en peinture fine, à fleurs naturelles, etc. Et tout est précisé. Et toutes les pièces sont toujours en symétrie sur la table. Rappelez-vous ce problème du chiffre pair de toutes les présentations, et de cette symétrie, comme on l'a vu sur la vue du départ. On en reparlera pour le service du Graf zu Turing-Jetterpark, où c'est important. Et voilà les choses que l'on pouvait ajouter à la base du service, qui est les assiettes qui n'étaient pas comptées, où on pouvait en avoir plusieurs, beurrier, moutardier, etc. Le problème du réassortiment.
ce dont je me suis aperçu ces derniers temps, c'est que le XVIIIe siècle a énormément cassé. Énormément cassé. Ils ne se souciaient pas aussi, les gens qui pouvaient se payer des services en qualité fine et des réassortiments pouvaient facilement se permettre de recommander. Naturellement, c'était pas la même chose pour un bourgeois de Strasbourg qui avait commandé un service en qualité fine où ça lui a coûté très très cher et il essayait de le sortir seulement à Noël, à Pâques ou pour la communion du petit. Mais les grands, les personnes très riches utilisaient ces choses-là et ça cassait beaucoup. Et là, vous avez une jatte à sucre, donc en faïence de Strasbourg, avec à gauche l'exemple de Strasbourg, à droite le réassortiment réalisé en faïence de Sceaux. Hein. Vous voyez qu'ils ont essayé de respecter grosso modo la composition des décors, la prise du couvercle est légèrement différente, et ces jattes à sucre étaient normalement également sur des présentoirs. Euh, Grâce à Claire Dumortier et Patrick Abetz, euh, qui nous ont communiqué des archives qu'ils ont trouvées pour la manufacture de Tournai, où on voit les achats sans doute de réassortiments qui ont été faits pour les grands services et où il y a des choses bien précises qui sont demandées pour compléter le service. Et vous voyez ici dans les choses livrées par Peter Rink, ils ont 36 assiettes plates d'osier, 12 assiettes à soupe osier, un plat ovale. C'est vraiment des réassortiments que l'on demande. C'est très important parce que je pense que dans l'analyse d'un service comme ceci, il faut toujours avoir à l'esprit quel est le service de base et qu'est-ce qui a été commandé comme réassortiment. Et on arrive à des choses qui sont, je pense qu'on peut approcher de la vérité. Autre chose qui complique un peu, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le problème des chambres-langues. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont un four assez important chez eux pour arriver à cuire une décoration. Ils ne vont pas fabriquer la matière première qui va être achetée à la manufacture, mais ils vont avoir des assiettes en plus ou moins grand nombre, souvent avec des défauts, qui sont vendus par les manufactures dans le rebut. À Strasbourg, par exemple, j'ai trouvé du rebut, du demi-rebut, du quart de rebut. Rien n'était jeté et tout était vendu. Et là, les chambres-lands, les Hausmaler en allemand, se précipitaient là-dessus pour arriver à constituer des services. Parce que le fond de ces manufactures, c'est naturellement toujours fabriquer la matière première, qui est la céramique, et les chambres-lands profitent des deux blancs pour arriver à compléter ceci. Naturellement, si vous trouvez par exemple, ce plat conservé au château de Liville, c'est plutôt une hélice d'avion qu'un plat. Il est évident que la manufacture Chambrette a gardé ses meilleures faïences pour ses meilleurs peintres, alors que les pièces avec des défauts ont été vendues aux chambrelands qui en ont profité. Et là, vous avez un document qui est dans les affiches de Strasbourg, qui est un peu les encarts publicitaires, où le premier jeudi après les fêtes de Pâques 19 du courant avril et quelques jours suivants, l'on vendra par service entier en détail à très juste prix une certaine partie de faïence, deuxième et troisième choix, la manufacture de cette ville. Très avantageuse pour tout ménage, particulièrement pour messieurs les aubergistes dans la maison, etc., etc. On pouvait acheter des services en blanc, et là, je pense que les chambres-là ont aussi dû acheter des choses comme ça pour arriver à réaliser leur production à l'extérieur de la manufacture. Naturellement, étant donné que les pièces avaient des défauts, ils étaient obligés de avoir beaucoup d'ingéniosité pour réaliser des choses plus, euh, plus recherchées dans la décoration et surtout attirer le chaland. Ce que nous avons beaucoup, qui nous manque beaucoup à Strasbourg et pour les autres manufactures aussi, c'est le problème des commandes. Comment est-ce que ces services étaient commandés? Euh, pour Strasbourg, je vous le lirai après,
nous n'avons une seule commande d'un service en Strasbourg, et il y a ce plat conservé au Zunterlinden à Colmar, et qui est un grand plat rond avec, sous le bouquet à droite, vous avez ce petit numéro 26. Pour moi, je pense que c'était un plat d'exposition, soit dans le magasin des annonces, soit dans un magasin qui est un de leurs dépôts, où les gens pouvaient commander tel ou tel décor avec qu'ils devaient décorer sur tel et tel type de plat, euh, pour arriver à caractériser exactement ce qu'ils souhaitaient. Venons-en maintenant au service de Heuting-Wallerstein, où c'est le seul service où j'ai retrouvé une lettre de commande. C'est important, ce service, parce que, et je vais vous en lire, faire la lecture. Monsieur le baron de Gunzer est supplié de faire à Strasbourg, chez le sieur Anon, la faïence suivante. L'archive est en français, conservée en Allemagne. Pour monsieur le comte de Tingen-Wallerstein, premièrement, un service complet pour 18 personnes avec 4 pots à potage. Deuxièmement, un surtout complet et tout ce qui en dépend. Ça veut dire que pour quelqu'un au XVIIIe siècle, c'était évident, il savait exactement de quoi était composé un service complet pour 18 personnes avec 4 pots à potage et un surtout complet. Tout le monde savait ça, tout le monde le sait, sauf nous. Et ça, c'est notre problème. Troisièmement, 2 bassins pour y mettre les verres. Il faut qu'il y ait de chaque espèce de plat 2 supernuméraires pour qu'en cas qu'un se casse, le service reste entier. L'on demande 18 cloches de différentes espèces, comme celles qui ont été faites pour le baron de Gautre, et il y aura de chaque espèce de cloche une surnuméraire, afin, si un se casse, le service reste entier. Nota bene, l'on peindra sur les cloches les armes de Thyn, et dans l'archive, il y avait les armes de Thyn qui étaient présentées, et l'on souhaite que les armes soient peintes plus grandes sur ces cloches que celles qu'on a envoyées au baron de Gautre. L'on demande que les plus grandes cloches soient beaucoup plus hautes que celles du baron de Gautre pour que cela puisse couvrir un grand rot ou un dindon. Et naturellement, il parle après de la livraison, etc. Et pour M. de Bartenstein aussi. Vous voyez, dans la lecture de cette archive, ce qui est important, il y a des choses pour lesquelles, au XVIIIe, c'est évident. On sait ce que c'est un service complet, on sait ce que c'est un surtout complet, et lorsqu'ils veulent des choses particulières, comme les cloches couvre-plat, on demande ils donnent beaucoup de précisions quant à ceci. Et ça, c'est une de ces cloches couvre-plat qui est encore conservée au château de Wallerstein. À propos de services très importants et surtout sur la signification du service, juste un petit mot sur le service de Clemens August de 1741-42 en porcelaine de Meissen, service qui a été un service prestigieux. Et à la mort de Clemens August en 1761, le service est racheté par Charles-Alexandre de Lorraine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Charles-Alexandre avait les mêmes initiales que Clemens August, CA, mais en plus, il était également grand maître de l'ordre teutonique. Donc, il a pu continuer à se servir de ce service. Alors qu'en 1765, quand il achète ce service, c'est la peinture ombrée comme ceci est tout à fait obsolète. Je pense que là, il y a une particularité pour ce service, c'est le rôle politique de ce service. Comme quoi, Charles-Alexandre de Lorraine se montre le successeur de Clemens August, un des personnages les plus prestigieux et les plus importants du XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'il avait aussi repris ce service, à mon avis. Avant de passer directement aux productions de Strasbourg, juste un menu comme celui qui a été servi à un repas du roi Louis XV pour le château de Choisy. Et vous voyez, par exemple, il parle de 2 oiles. Donc, il y a 2 soupières rondes qui sont arrivées sur la table. Il n'y avait pas de soupière, ovale. Et ce qui vous montre les différents points où ils étaient reçus, où ils étaient servis. Toujours dans l'idée de savoir la fonction des pièces dans le service à la française. Le problème, comment est-ce qu'un service comme ceci était utilisé
au château de la Clemenswerth? Eh ben, on n'en sait rien. On sait que c'était dans le pavillon central ici, où Clemens August avait au premier étage ses appartements. Euh, En bas, c'est cette grande salle que vous avez ici. On sait la dimension de la table, environ 3,80 m. On sait le nombre de chaises qui étaient mises autour, que Clemens August avait un fauteuil, mais on sait que le service était entreposé dans un de ces pavillons de cuisine, je crois que c'est celui-ci, et le service était amené dans ces grandes pièces, mais on ne sait pas comment il était utilisé. Ça, c'est vraiment aussi une chose qui nous manque, outre ces questions de commande de service où on ne sait pas grand-chose. À mon avis, il y a une chose qui est très simple. Chez un ami, on a pu reconstituer une table éclairée avec des bougies. Eh ben, je peux vous garantir, c'est très simple, c'est comme ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir un éclairage à la bougie pour des pièces comme ceci, où au premier plan, vous avez la tortue avec la lumière vacillante de la flamme qui avance vers le chou, et c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que ça, c'est ce en quoi il faut essayer de présenter ça, parce que ça permet une mise en scène, une théâtralité, et surtout dans toujours cette optique de faire des surprises aux, aux convives, de les étonner. Rapidement Strasbourg, non pas rapidement, mais rapidement l'historique de Strasbourg, 1721-1784, trois générations importantes. La première, Charles-François Hanon, la deuxième, Paul Hanon, la troisième, Joseph Hanon. Charles-François Hanon, artisan céramiste, associé au départ avec Wackenfeld, va lancer la manufacture de Strasbourg et dès 1724 la manufacture de Haguenau, que très rarement j'ai pu faire la différence entre les faïences de Strasbourg et Haguenau. Paul Hanon, industriel, adroit, homme politique important à Strasbourg, jusqu'aux problèmes qu'il a eu avec la porcelaine. Paul Hanon va fabriquer la première porcelaine dure en France, fabrique tous les grands trompe-l'œil et il décède en 1760. Succession compliquée où arrive Joseph Hanon, qui est l'industriel utopiste qui rachète même en vente aux enchères les manufactures de Strasbourg et Haguenau, recommence de la porcelaine, va conduire les manufactures à leur perte en s'endettant de façon incroyable, plus de 500 000 livres de dettes qu'il avait en 1780 à la mort du cardinal de Rouen. Les Hanons à Strasbourg avaient tout un quartier, et on le sait grâce au plan en relief de Blondel de 1765, ici à gauche. Et heureusement qu'il s'appelait Hanong et pas Schmidt ou Müller, sinon on aurait eu du mal. Mais ils avaient tous les numéros de 172 euh, et 175 où étaient installées les manufactures, c'est-à-dire tout ce quartier-là. Le premier service identifié à Strasbourg est le service qui avait été fait pour la famille Burkhardt de Bâle dans les années 1721-54, sans doute très tôt, vu la forme, on est sans doute vers 1721-25. C'est un service en bleu et blanc, les motifs sont très proches de la manufacture d'Anspach, c'est tout à fait logique puisque Johann Heinrich Wachenfeld, qui a été le premier associé de Charles-François Hanon à Strasbourg, venait d'Anspach. Le deuxième service, où malheureusement on n'a plus qu'une seule pièce de conservée, qui est conservée au cinquantenaire à Bruxelles, et cette pyramide qui a été le premier service en faïence commandé par Clemens August dans les années 1735-48, sans doute dans les années plutôt 1735-40. Après, Clemens August a voulu avoir toujours des choses à la mode et ne s'est pas suffi de ce type de lambrequin en technique mixte, mais c'est une pièce très importante et qui laisse imaginer ce qu'il y avait. On ne connaît plus rien de ce service. Un service où on connaît alors par contre un peu plus de pièces, c'est le service que Louis-Georges Simpert de Bâle
le fils de Sibilla Augusta et de Louis le Turc, commande dans les années 1735-40 pour avec les armoiries. Et ce qui est important, vous voyez deux types de décors tout à fait différents. Sur le plat rond à gauche, vous avez un décor de galon qui a été créé à Strasbourg vers 1721-25. Et à droite, sur le pichet, vous avez un lambrequin avec des feuilles d'acant développées en boucles végétalisées, caractéristiques des années 1735-40. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'unité du service était réalisée par la couleur bleu et blanc du décor et qui donnait l'unité à tout cet ensemble. Parce que ça, c'est aussi une caractéristique du service. Il fallait que le service soit vraiment homogène pour la présentation sur la table. Et là, vous avez aussi un service important dont des pièces sont encore conservées à l'abbaye d'Einzil qui avait été fait pour l'abbé Nikolaus Imfeld entre 1735 et 1738. Vous avez encore d'autres pièces où ce qui est intéressant de voir, comme l'abbé d'Einzil était quand même un des grands personnages très fortunés, on lui avait créé une forme d'assiette qui n'a été utilisée que pour le service de de Niklaus Imfeld, qui est cette assiette ici à gauche. Encore un autre service où nous n'avons pas pu identifier les armoiries, mais qui est intéressant parce qu'il permet d'identifier un autre type de lambrequin, de galon plutôt, ceci qui rappelle certains galons rouennais, et ici qui est en bleu et blanc. Aussi ce petit galon caractéristique des productions qui ont été faites à cette époque-là. Et là, c'est les armes d'alliance des familles baloises Merian-Wirtz. Une reconstitution qui a été faite par Margret Riebert pour le Kirchgart Museum, où vous avez une chose où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est cette pièce-là qui souvent est présentée comme l'écuelle d'accoucher, mais pour moi c'est l'écuelle à bouillon qui a été réalisée au début du XVIIIe et qui va être remplacée par les écuelles à bouillon que nous connaissons après. Autrement, il y a terrine, pot à oil sur les tables. Et ils ont essayé de faire un peu de symétrie pour la présentation sur la table. Tous ces décors de lambrequin que vous voyez là, qui sont donc l'évolution des décors de lambrequin à Strasbourg, sont ensemble dans des services parfois très différents. Mais ce qui est important de comprendre, l'unité, naturellement en dehors du lambrequin polychrome, l'unité du service était assurée par le bleu et blanc. Et ils gardaient ces types de lambrequins pour les pièces parce que le poncif était adapté à la forme. Et on ne pouvait pas transposer tel et tel poncif sur une forme plus grande ou plus petite. Là, vous avez au musée de Höchstädt, qui est aussi un musée de la céramique allemande, qui se trouve en gros à 50 km au nord de Ulm. Et vous avez une table qui a été dressée à partir des collections des Oettingen-Wallerstein. Et ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces plats ovales, la différence entre celui-ci et celui-ci. Ils ne correspondent pas au même service. Et ça, c'est important de comprendre ceci. C'est le service en bas est un réassortiment. Et vous voyez ici en haut les faïences de Strasbourg avec le bouge, l'aile et le marly. Pour moi, c'est la jointure entre le bouge et l'aile, qui sont bien parallèles au bord du plat. Alors que dans ces exemples-là, que j'attribue à la manufacture d'Anspach,
vous avez un bouge qui est tout à fait, pardon, qui est tout à fait arrondi. C'est important parce que les pièces dans un rangement de lave-vaisselle ne s'emboîtent pas l'une dans l'autre, alors que les plats en Strasbourg sont très simples à voir. Et vous avez la même chose que j'ai pu constater dans le service qui avait été commandé par Ignaz Felix Graf zu Thüringen-Jenbach, qui se trouve au château, encore aujourd'hui au château de Wienhöring, qui se trouve à l'est de Munich. Et vous voyez la pile de plats que vous avez là s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres et les pièces, parce que ce service a aussi eu un réassortiment, les pièces n'ont pas pu être rangées de la même façon dans les placards de cuisine. Oui, nous avons eu la chance par Katharina Hanschmann, donc, qui est conservateur au Belgisch-Nationalmuseum, qui nous a emmenés là-bas, où on a pu fouiller les placards de cuisine du château de Wienhöring, et on a quand même retrouvé deux services en faïence de Strasbourg et leur réassortiment. Bon, la famille zu Thüringen-Jettenbach est encore aujourd'hui une des grandes familles fortunées, puisqu'ils ont la marque de bière Spaten, qui est en leur possession depuis maintenant un peu plus de 800 ans. Ce qui est très intéressant à voir, ce sont ces écuelles à bouillon qu'on avait vues avec d'autres prises au Kirchgartenmuseum. Et pour, je pense, une question de symétrie, sur la table, ils avaient réalisé des bas de ces écuelles à bouillon en bois qu'ils ont polychromé à froid pour arriver à les présenter sur la table et qu'il y ait toujours cette notion de symétrie sur la table. Et là, vous avez les réassortiments, de nouveau avec ce marly qui est arrondi ici et qui ne peut pas être emboîté dans les formes des faïences de Strasbourg. Et le dernier réassortiment de ce service en bleu et blanc de Ignace Félix, ça a été un réassortiment en faïence de Friedberg. Friedberg se trouve à côté d'Augsbourg et montre bien les problèmes qu'ils avaient de ces services. Le 18e a beaucoup cassé et il fallait réassortir ces services. Voilà, entre autres, les faïences d'Anspach, où il y en a dans ce château. C'est des gens qui ont toujours conservé leurs biens. Chose assez étonnante, c'est le château de Kladruby, qui se trouve dans l'ouest de la Tchéquie. En gros, si vous tracez une ligne entre Nuremberg et Prague, c'est presque à mi-chemin du côté tchèque. Et vous avez un nombre impressionnant encore de terrines en bleu et blanc, des potaoils, certains qui sont allés un peu cassés, mais surtout aussi un nombre important de surtout qui, à mon avis, ici, dans le cas de Claude Ruby, était utilisé comme présentoir pour les terrines et les potaoils. On a un autre château en Autriche où on a pu constater le même détail. À partir des années 1735, quand apparaissent les fleurs des Indes en technique mixte à Strasbourg, euh, la notion de service et de cohésion du service change complètement. Ce n'est plus la couleur bleu et blanc qui va être l'unité du service, ça va être le motif même. Et le motif même qu'on va pouvoir déplacer sur les différentes assiettes. Et là, vous avez 4 assiettes du même service qui ont utilisé le même poncif pour réaliser les décors. Et donc l'unité, là, le sens de l'unité du service a une toute autre conception parce que on va demander au service d'être uniforme et homogène grâce au décor et à la présentation du décor. Là, vous avez encore un autre service où malheureusement, je ne connais qu'une seule pièce de la famille bâloise Meyer zu Hirzen, également conservée au Kirchgartenmuseum de Bâle. Et c'est vraiment les décors de la fin
des techniques mixtes. Dans les années 45-48, on a réalisé ce magnifique petit pichet. Un service unique où j'ai juste 2 pièces, c'est, ce service, où vous avez des essais de pourpre, que vous retrouvez dans le bas de la couronne, comme ici, mais qui sont vraiment, très, très timides et où on a même rajouté un rouge de fer par-dessus le pourpre. On doit vraiment être dans les années 45 et malheureusement, dans les armoiries et j'ai trouvé, une famille Prédoge, ou une famille Pot d'Argent à qui pourraient être attribuées ces armoiries. Et malheureusement, nous avons eu un un échec dans nos recherches où, en 1745, un monsieur, heu du un Podange, P-O-T-D'-A-N-G-E, écrit à Paul Hanon, il était tabellion de Haguenau. Le conservateur de l'époque avait retourné les archives de Haguenau pour retrouver euh, des armoiries, puisqu'il avait un sceau, un sceau sur sa bague, et malheureusement, les recherches n'ont pas abouti. On passe maintenant au décor de Petit Feu, qui est introduit à Strasbourg dans les années 1745-48 et qui va aussi suivre le problème de l'assortiment de ces choses-là. Et là, vous avez ce petit service coupe, cafetière, chocolatière, théière, mais surtout dans les tasses et les soucoupes, on se rend compte d'une chose. Ça, c'est une tasse et soucoupe qui viennent du même service, mais qui ne vont pas ensemble. Et là, vous avez une tasse et une soucoupe de ce même service, mais qui vont ensemble. Vous avez le motif principal sur la tasse et la soucoupe, et les décors annexes, vous les retrouvez à chaque fois de côté. Vous voyez. Attendez. Le dernier petit motif, là, si j'arrive à retrouver ma flèche, voilà, vous l'avez ici et vous retrouvez là. Et ça, c'est très important dans ce système où, au XVIIIe siècle, et à cette époque-là, il fallait que les choses soient vraiment très homogènes. Quand les gens commandaient un service, il fallait qu'ils remarquent que ce soit du Strasbourg, mais il fallait aussi il soit très homogène, le service, et qu'on ne puisse pas le confondre avec autre chose. Et surtout que les pièces aillent bien ensemble. Encore un service qui est conservé au Reichsengelhorn Museum de Mannheim, où vous avez, alors je pense que c'est des décors ici sur ces 4 assiettes qui sont faites avec un même modèle mais sans pensif. Sans doute dû à une volonté du commanditaire où on ne sait pas comment référer ceci. Pour parler d'un ensemble un peu particulier à cette époque-là, c'est le service, le plat à barbe des Buxtorf du Kirchgartenmuseum de Bâle, qui nous a permis, par la reconstitution des principes d'élaboration par rapport à l'utilisation de gravures de Jacques Bailly, Monnoyer évoqué, de constituer des assiettes. Vous retrouvez ici, pardon, vous avez ici la rose principale qui est tirée de cette gravure-là, les feuilles ici, en dessous, pardon, la jacinthe sauvage que vous avez là est repris sur la gravure de Jacques Bailly avec la feuille, le long. Ça, c'est aussi une gravure de Jacques Bailly pour ici et les primes également. Et ces principes d'élaboration, vous les retrouvez dans les assiettes, une série de 4 assiettes de, de, de Paul Hanon fabriquées dans l'atelier de Christian Wilhelm von Lünnfink. Et je suis arrivé à retrouver, à reconstituer les mêmes principes d'élaboration pour ces 4 assiettes. Je pense que là, on est par rapport à un service sur stock. Je n'ai malheureusement pas d'éléments pour le démontrer, mais on peut très bien s'imaginer un service où il y avait 12 assiettes de chaque, ce qui faisait 48 assiettes, pour arriver à réaliser un service.
l'unité du service, c'est le bord, la forme à aile plate, et alors les décors qui pouvaient se répéter là-dedans. Ce qui était important de voir, on est avant 1754 dans les manufactures de Strasbourg, Haguenau. Après 1754, la notion va changer dans le décor de ces assiettes. Là, vous avez aussi un service, sans doute également sorti du service de Christian Wilhelm von Leuwenfink, mais où on a demandé d'autres velléités, on a demandé d'autres désirs pour la réalisation de ce service, réalisé d'après des gravures de Wauquez, Robert, vraiment pour constituer un bailli, pour constituer un ensemble d'assiettes où on voulait des assiettes différentes, rappelant un peu celle de Christian Diane Following, les grands classiques, mais où les décors étaient accompagnés d'insectes avec ces fleurs esselées très particulières. Venons-en maintenant au service de Clemens August. Clemens August, je vous rappelle, la pyramide du musée de Bruxelles montrait la première pièce de Clemens August vers 1735. Le deuxième service qui est important pour nous, c'est le service en porcelaine de Meissen, réalisé vers 1741-42, où on retrouve les armoiries, le chiffre de Clemens August avec le, la couronne du Saint-Empire et l'ordre du grand maître des chevaliers teutoniques. Et il a commandé un service en Strasbourg. Et ça, c'est important de voir ce service, la caractéristique de ce service qui a été livré en 1751 à Zeugl. Zeugl se trouve à 80 km au sud de Brême, vous voyez, dans le nord de l'Allemagne, et où Clemens August se rendait là-bas pour la chasse. Alors quand j'y étais, il y a un peu plus de 30 ans, j'avais longuement discuté avec le conservateur de l'époque, Eckhard Wagner, et qui m'avait dit, on sait qu'il venait, il forçait 10 cerfs lors de ses parties de chasse, et le service était utilisé 5 fois. J'avais pas compris à l'époque que c'était 5 fois où on mettait le service dans le système du service à la française. Et là, il fallait éblouir les gens, que ce soit prestigieux. Autrement, c'était des écuelles à bouillon, c'était des repas moins conventionnels. Dans le service en faïence de Strasbourg de 1751, où, si vous voulez, il n'y a pas d'armoirie, hein, et où cette noblesse veut quand même se faire reconnaître, et ce sont les décors de l'aile qui sont les détails qui permettent de reconnaître le service. Là, vous avez deux fois deux assiettes qui viennent chaque fois d'un service différent. Les assiettes du service de Clemens August ont toujours ces petites roses. Pardon. Alors que vous voyez, un autre service ont je ne veux pas dire, elles sont un peu maigrelettes, mais un peu particulières, et ne correspondent pas au service de Clemens August. Les gens voulaient que, quand ils aient ce service, un, on reconnaisse que ce soit Strasbourg, deux, que le service soit parfaitement homogène, trois, qu'il y ait quand même un signe d'appartenance de ces faïences à ce service, bien que la noblesse à cette époque-là ne veuille plus de, de, de d'armoiries sur l'aile de ces assiettes. Et le signe de reconnaissance, c'était ces petits décors de l'aile qui permettaient d'identifier les services. Et là, ce sont des décors qui ont été créés pour Clemens August. Là, vous avez deux saucières du service, ou une forme qui a la forme qui n'existait pas ailleurs, qui n'a pas existé après, et qui est une forme qui n'est pas une écuelle à bouillon. Ça doit être sans doute pour des confitures ou des choses comme ceci, et cette forme est toujours présentée sans anse. Et là, Clemens August avait toute une série, vous les retrouvez sur la photo, et qui étaient des choses qui étaient tout à fait en dehors du classique. Grâce aux photos conservées à la Clemens Weert, j'ai pu identifier ce faisan comme étant le faisan provenant
de la Clemenswehr, et ce faisan étant père, ce sont les deux faisans sur la photo qui venaient de la collection Schmidt-Heiny, qui a été donnée en dation au musée Ariana de Genève. Ce qui est important de voir, le, le service des bades, vous avez aussi ce qui est aussi un service de chasse, aussi prestigieux que celui de la Clemenswerth, qui avait été commandé par Louis-Georges Simper de Bade, a été commandé après le service. Et surtout, il voulait un service en faïence de Strasbourg comme celui de Clemens August, parce que Louis-Georges et Clemens August se connaissaient. L'un était né en 1700, l'autre en 1701. Ils se retrouvaient sur les chasses du cardinal de Rohan à Saverne. La nièce, oui, c'était la nièce, puisque c'était la fille de Karl Albrecht, frère de Clemens August, empereur du Saint-Empire, dont la fille va épouser en deuxième noces Louis-Georges. Et je pense que c'est à l'occasion de leur mariage ou de la préparation de leur mariage qu'ils demandent un service en Strasbourg. Donc, ils veulent un service en faïence de Strasbourg, que tout le monde voit que c'est la faïence de Strasbourg. Il veut que ce service soit absolument homogène, qu'il soit vraiment euh, un peu dans les mêmes lignes esthétiques, mais il veut surtout aussi qu'on ne le reconnaisse, qu'on puisse le distinguer du service qui avait été livré à Clemens August quelques années plus tôt. Et ça, c'est très important parce que les gens voulaient qu'on puisse vraiment se reconnaître. Reconnaître les pièces. Et vous voyez, le premier service de Clemens, de Louis-Georges, est un service où tous les animaux ont des socles blancs. Et ça se pousse tellement loin que même les melons n'ont aucune décoration et sont pour moi de cette première ensemble. Naturellement, il a dû en casser beaucoup. Il a commandé des réassortiments qui sont arrivés un peu différents de ceux du premier jet de ces services. Et ça, il voulait que ces choses soient différentes tout en étant de la même origine et ayant la même qualité. Et ceci donne alors ces ensembles, comme vous l'avez là, de ce service. Ce qui est important de voir, ce service a des animaux, pardon, des pièces qui étaient pour le service, puis ensuite des choses qui n'étaient pas destinées à être sur la table. On va voir, est-ce que je vais arriver? Oui, regardez bien, c'est vous montrer la manipulation d'un tel coq de bruyère. Et vous voyez, ce restaurateur du château de la Favorite a réussi à enlever le couvercle, mais maintenant il est bien embêté, il ne peut plus le poser parce que tout ne repose que sur le bas des ailes, d'ailleurs, qui est déjà dans un état assez endommagé, hein, déjà pas mal réparé. Et vous montre aussi que ces choses-là, en allemand, Schaugericht, trompe-l'œil, étaient dans le cas présent du coq de bruyère ou du dindon ou du faisan, seulement des choses qui étaient destinées à être montrées à des objets de décoration. Fabriqués en deux parties, souvent pour une question technique, une seule pièce comme ça au four aurait eu du mal à résister. Et comme Louis-Georges veut un service qui ressemble à celui de son ami Clemens August, mais avec des choses particulières, il commande ce chou qui a une longueur de 55 cm, une hauteur de 55 cm, c'est assez monstrueux. Il n'y a pas du tout de pièce équivalente dans le service de Clemens August, et surtout, surtout à l'analyse, est une sculpture. Ce n'est pas du tout un moulage de différents éléments qui est assemblé. C'est une sculpture, c'est un objet absolument extraordinaire, mais il voulait quelque chose qui le particularise du service de Clemens August. Et vous voyez là le côté incroyable de ce présentoir du chou. Alors, ce qui est intéressant de voir, il voulait des bottes d'asperges aussi, comme celles qui ont été fournies à Clemens August. Celles du bas sont de Clemens August, celles du haut sont de
service de Louis Georges de la Favorite, où on a ajouté un petit nœud autour pour que faire, on propose des asperges, mais de façon un peu particulière, qu'elles ne ressemblent pas à celles de Clemens August, mais qu'on voit quand même que ce sont des asperges de Strasbourg, puisque les deux formes sont sorties du même moule. Et dans les citrons, c'est la même chose. Le citron de Strasbourg que vous voyez en bas à gauche, qui est tout à fait classique, Clemens August veut quelque chose de prestigieux. Et c'est ce service avec ces fleurs dans la base. Si je retrouve la souris. Euh, bon, là, qui reprend un modèle en porcelaine de Meissen. Et Louis-Georges, à la Favorite, lui, il veut aussi quelque chose de particulier et on lui met des petits branchages qui montent sur le citron, alors que le citron, normalement, de Strasbourg est tout nu, hein, juste le citron. Venons-en au plat. Alors ça, c'est étonnant, ces plats, il en reste pas mal, mais ce sont des plats qui fonctionnent toujours en paire, toujours le chiffre 2 qui revient, et c'est sans doute pour une position sur sa table. Et ces plats vont nous permettre aussi de dater ce service, puisque il y a ce plat esselé, il n'y a pas le pendant, qui présente cette rose retournée d'après le modèle de Christian Wilhelm von Fink, et vous voyez que normalement, le modèle complet de Christian Wilhelm von Lünnfink sur cette assiette à bord or a encore une partie au-dessus. Le poncif s'est sans doute déchiré à Strasbourg et a été utilisé tel que sans sa partie supérieure. C'est pour ça que je pense que ce plat a été réalisé après 1753, date de la mort de Christian Wilhelm von Lünnfink à Strasbourg, et que ces poncifs n'appartenaient plus, l'atelier s'est disloqué et les poncifs ont été répartis peut-être entre les peintres, puisque ce poncif même de la rose retournée sans les feuilles de droite, je le retrouve à la manufacture de Frisching à Berne. En 1754 sont les grands chamboulements de la manufacture de Strasbourg. Paul Hannon se voit interdire sa production porcelainière à Strasbourg et part pour fonder la manufacture de Frankenthal sous la protection de Karl Theodor, prince électeur du Palatinat. Et on appose la marque PH et on voit alors les services changer quelque peu de nature. Ce sont des assiettes, 4 assiettes qui sont sorties du même service, et où vous voyez qu'il y avait une gravure à la base, une gravure de Jacques Wauquez pour la fleur principale, et regardez les décors secondaires. Ce sont les mêmes sur les 3 assiettes. Donc, le peintre, pour réaliser ces assiettes, n'avait pas seulement le poncif réalisé d'après la gravure. Il avait sans doute la gravure pour réaliser le modelage graphique de ces fleurs. Et en plus, il avait un modèle du décor de l'aile de l'assiette, puisque les décors sont chaque fois situés aux mêmes endroits. Ce qui est intéressant de voir, l'assiette que vous avez en haut à droite, qui est réalisée avec le même poncif que les 4 assiettes que vous avez à gauche, et d'une esthétique tout à fait différente. C'était de nouveau un autre service. On voulait surtout particulariser ce service. Cette assiette en haut à droite provient du service des Fonsalis, qui est la noblesse à Coire, en Suisse, et où le service est construit, on voit, sur des séries, sur des séries d'assiettes. Là, vous avez encore 3 assiettes. Ici, vous en avez 2. Le poncif réalisé d'après une gravure de Jean-Baptiste Monnoyer, vous le retrouvez ici. Finalement, il reste de ce service 43 pièces, 6 plats ovales, 6 raviers, une jatte à sucre, une saucière, 2 salerons, une terrine, une pyramide, 15 assiettes et un bourdaloue. Alors, c'est étonnant, le bourdaloue, mais disons, il a une technique de peinture tout à fait différente qui ne correspond pas à celle du service. Mais vous voyez que dans le service, les choses s'opéraient par série, et je pense qu'il y avait des séries de 6, parce que c'est le chiffre le plus élevé que j'ai réussi à retrouver dans ces services. Là, vous avez le service qui est pour moi le plus beau service.
où la forme des assiettes est dérivée du service à la palme de Vincennes, réalisé à Strasbourg. Chaque décor présente des particularités. C'est une peinture sans gravure, peut-être avec poncif pour certains décors, et qui est d'un peintre extraordinaire, où j'ai pu suivre sa trace, puisqu'il va à la manufacture de Frisching à Berne vers 1763-65. Et c'est, à mon avis, le plus beau service qui a été réalisé à Strasbourg, ce qui a fait dire à Hans Rauch que c'était le service dit des Carnot Laurent de Saverne. Là, je crois qu'il faut vraiment descendre sur terre. Les Carnot Laurent n'ont jamais mangé, à mon avis, dans de la faïence comme ça. Ils avaient un service qui était en argent ou en or ou en vermeil, mais pas dans de la faïence. Le seul service aussi que nous avons retrouvé en France de Polanon, c'est le service des Bourbons-Condé, qui est un service en qualité contournée de fleurs des Indes, et où un réassortiment qui se trouve au musée de Sèvres a été réalisé à Sceaux. C'est un beau service mais qui est en qualité contournée par rapport aux autres services qui ont été envoyés surtout vers le Saint-Empire. Alors pourquoi peu d'exportations vers la France? Je pense avant tout, c'est parce que le statut de Strasbourg, depuis 1680, Strasbourg est français. C'est une ville qui était ville libre du Saint-Empire romain germanique. Après, nous rentrons dans le statut de réputée étrangère, c'est-à-dire que nous avons une garnison, un prêteur royal à entretenir, mais la, la taxation est la même que celle du Saint-Empire. L'exportation vers le Royaume de France est quasi impossible, avec des, des prix de taxes et d'impôts absolument insurmontables. Joseph Hanon arrive en 1762, c'est une période houleuse à Strasbourg, où c'est Joseph Hanon finalement qui achète les manufactures en vente aux enchères et installe tout de suite sa marque JH, Joseph Hanon, le catalogue que nous avons vu avant, avec parfois des marques de peintres. À partir des années 1770-71, la forme du JH change et nous avons le JH accroché qui est sur cette photo de droite, qui se développe en bleu après 1771. Venons-en au premier service que nous avons trouvé de cette période-là, qui est le service de Frédéric II de Hesse-Kassel, qui se trouve conservé la Wilhelmshöhe de Kassel, et qui est un service où il reste 41 pièces encore, qui était aussi un service en qualité contournée de fleurs esselées, et avec 4 plats ovales, 5 plats ronds, une terrine et son présentoir, 30 assiettes, dont 19 assiettes à la rose avec un même poncif. Là, vous avez des plats ronds et ovales où on retrouve la même utilisation du même poncif sur les 3 plats. Et voilà les assiettes ceci. Et ceci est intéressant parce que j'espère avoir dans les prochains temps avoir accès aux services des descendants de Nicolas Cochin, qui présentent un peu les mêmes caractéristiques, mais avec des bouquets. Revenons sur nos chers graphes zu Thüringen-Jettenbach. Ça, c'est le service de Max Emmanuel, le fils de Ignace Félix, qui se trouve aussi au château de Winhöring, et qui est un ensemble où tout est marqué. Je pense que pour une question budgétaire, ils ont peut-être décidé d'avoir seulement un service en blanc. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est un service en blanc avec une très belle qualité de blanc. Ce n'est pas un blanc qui était laissé comme rebut et qui était plus destiné à être décoré. Ça, c'est un service où la volonté de départ était en faïence blanche. Et toutes les pièces sont marquées. Et ce qui est très intéressant dans ce service, il y avait même des statuettes en blanc pour décorer la table. Ce service, il n'y a aucune assiette en faïence de Strasbourg, mais curieusement de la même époque, et vous avez 20 assiettes et plats en faïence de Delft, la deuxième moitié du XVIIIe, qui pourraient correspondre
au service de Wienheuring en blanc. Et Jacobian Racing m'a confirmé que c'était bien des choses des années 1760-1780 et qui ne correspondaient pas à une chose de la première moitié du XVIIIe. Donc, ils avaient peut-être ces assiettes en bleu et blanc et ils ont demandé à Strasbourg un réassortiment avec ces faïences blanches. Autre type de service sur stock, c'est ce service toujours avec des marques de peintres très particulières où les décors floraux en qualité contournée sont toujours accompagnés de ces petits caillebotis avec ces rocailles bleues et ces petits nœuds rouges. C'est un service où on devait proposer à la clientèle quelque chose d'un peu particulier, mais qui était en stock. Ce qui est intéressant de voir dans les belles qualités de peinture, ici vous avez deux assiettes chinois euh, réalisées par le même peintre. On remarque ça, la façon de traiter l'eau bleue est vraiment la même avec ces étendues de bleu sombre. Et surtout, les assiettes derrière ont la marque GH classique avec ces deux petits points. Et pour moi, ces deux petits points doivent être certainement le signe que ces deux assiettes sorties du même bain d'émail, donc sur la table pour présenter des assiettes avec le même blanc. Et là, vous avez un service important que j'ai réussi à ramener à Strasbourg et à laisser homogène, et qui est un service aux Chinois des années 1765-70, avec aussi un réassortiment important, mais très intéressant. Là, vous avez les assiettes, vous voyez, réalisées avec le même poncif, où on a 5 assiettes. Ne recoupe pas la typologie des Chinois d'avant. Ce sont aussi des copies de gravures de piment. Et vous avez cette terrine, bon, au départ, qui m'avait déboussolé, mais c'est tout simplement un réassortiment, que la terrine avait été cassée dans ce service, et on a demandé à la manufacture de Strasbourg un réassortiment, ce qui est réalisé par ce peintre, qui est le peintre des têtes de trois quarts, postérieur à 1770, et atelier apparenté aux peintures de François-Michel Anstedt. Seule assiette de Joseph Hanon que nous ayons retrouvée avec un chiffre et cette couronne qui est sans doute une couronne bourgeoise d'après le système armorial allemand, une Bürgerkrone, qui n'est pas la couronne des ducs et pairs de France comme ça devrait être dans le système français, et qui est une assiette classique, mais aussi un seul exemplaire connu de ce service. Après 1770, les services en fleurs esselées s'assouplissent un peu et on n'a plus la raideur qu'on avait avec la disposition des fleurs. Vous avez ici deux œillets issus du même poncif qui sont contrebalancés par ces petits décors à la tulipe violette et avec ces petits volubilis ici que vous avez là ou ces petites fleurs jaunes. Il y avait un schéma de composition, mais qui n'était plus aussi raide que ce qu'on avait avant sous Paul Hanon, entre 54 et 62, ou au début de Joseph Hanon. Cas intéressant aussi de ces trois assiettes, qui sont des assiettes conservées au Reichsengelhorn Museum de Mannheim, et où on a mis des petits nœuds bleus, aussi issus du même service qui donnait l'unité de ce service. Et vous voyez que c'est vraiment de très belle qualité fine, mais on a voulu les particulariser, toujours dans ce sens que le service, on voit que c'est Strasbourg, le service est homogène avec ses bouquets, mais il fallait qu'il y ait une particularité qu'on puisse reconnaître. Naturellement, c'était réservé à ceux qui mettaient aussi le prix. Hein, le service de Frédéric II de Hesse-Kassel, avec ses assiettes en qualité contournée, on ne pouvait pas distinguer une appartenance particulière du service. Un service aussi très intéressant qui avait été vendu à Lucca en Italie, et où l'absence d'assiette était aussi une chose qui nous avait beaucoup choqué au départ, mais tout simplement parce que les assiettes devaient être en argent. À ce propos, dans le service de Louis-Georges de Bade, le service de la Fabrique, il n'y a pas non
plus d'assiettes. Et Ulrike Grimm, l'ancienne directrice des châteaux et jardins du Bade-Wurtemberg, vient d'arriver à retrouver dans des éléments comme quoi les Wittelsbach ne mangeaient que dans de la vaisselle de métal, argent, vermeil ou or. Et là, vous avez ce service donc en faïence de Joseph Hanon avec des pièces absolument incroyables qui sont ces 2 cafetières, qui sont, vraiment d'une peinture des années 1770, déjà qui commence à être picturale et ce qui est intéressant de voir, ce sont les théières qui appartiennent à ce service. Dans la théière de ce service, le trou se trouvant dans le bec est tellement petit qu'on n'arrive pas à verser ceci. On ne peut ça ne va que goutte à goutte. Jamais Paul Hanon n'aurait vendu une théière comme ceci à quelqu'un à Strasbourg qui serait venu réclamer, mais il l'a envoyé loin en Italie et le service est resté là-bas. Et la théière, sans doute, n'a jamais été utilisée. Moi, quand j'avais eu ce service en main, que je l'ai lavé, il y a que très peu de liquide, ou du moins goutte à goutte, qui passe par le bec. Ce qui est intéressant aussi de voir dans ce service, c'est les pots à jus. Les pots à jus qui aussi étaient dans des séries. On avait demandé sans doute des pots à jus à la tulipe, et vous voyez que c'est chaque fois par groupe de 3 qu'il y a. Alors, est-ce qu'il y en avait plus au départ? Nous n'avons pas, une fois de plus, pas la lettre de commande, mais c'est aussi une possibilité. L'école de peinture de Joseph Hanon qui se développe après 1770 et on voit dans ses dessins où certains modèles ont été copiés de gravures et ce sont des choses vraiment très intéressantes et très importantes pour le décor. Et c'est à partir de cette technique de peinture où l'école de peinture a accéléré la technique de peinture pour la rendre de plus en plus picturale, que l'on voit ici ces assiettes réalisées d'après ces modèles. Euh, et c'est naturellement quelque chose qui est moins raide, plus, plus libre de réalisation, mais qui reste quand même avec de grandes faiblesses techniques, où vous voyez les nombreuses sautes dans le décor. Qui sont dues à la petite qualité de la porcelaine. Il ne faut pas oublier, si Joseph Hanon a fait faillite, c'est avant tout à cause de la qualité de sa porcelaine qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il savait. Il savait faire des choses exceptionnelles, mais ça, c'est vraiment très, très faible hein, de décoration. Et ce style, je pense, pré-Louis-Philippe, n'a pas beaucoup plu à cette époque-là. Joseph Hanon, par cette technique de peinture, permettait, par son école de peinture, de réaliser des décors, je pense, de façon plus en plus rapide, mais c'était quand même très faible. Je vous présente ceci pour approcher de la fin de cette conférence, qui est une pièce conservée au musée de Copenhague et qui était sans doute aussi la pièce d'un service où malheureusement on n'a plus que ce bas de terrine, mais qui devait être un service somptueux dans cette peinture et qui naturellement ce n'est pas une pièce seule, c'était tout un service. Mais comme je vous répète, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le 18e a énormément cassé. Et lorsque c'était des gens d'une couche supérieure avec des moyens financiers étendus, ils pouvaient demander des réassortiments. Hein, mais autrement, ils étaient obligés de se suffire de choses beaucoup plus simples. Là aussi, vous avez deux pièces qui doivent correspondre à des services et où on ne connaît plus rien du tout de ces productions-là. Hein, où chaque fois, c'était une commande particulière. Voilà, Joseph Hanon termine de façon un peu triste sa production porcelainière et c'est les productions des Hanon. Et ça, c'est la pièce qu'il avait offert à Marie-Antoinette à la Porte de la Muette le 22 septembre 1781. C'est un peu une triste fin pour ces manufacturiers qui avaient, pendant 60 ans, produit des choses exceptionnelles et surtout des services dont nous ne connaissons, je dirais, plus grand-chose. Hein, mais c'est aussi le propre de l'historien de l'art d'arriver à reconstituer des choses comme ça et d'avoir une vue réaliste de ces faïences qui ne sont pas des pièces uniques, mais des pièces qui étaient dans des ensembles
toujours très important. En conclusion, je voudrais encore remercier les Amis de Sèvres pour présenter, mes recherches. Cette conférence qui sera mise sur YouTube va me permettre d'échanger avec d'autres chercheurs, qui n'avaient pas pu assister à la conférence d'avril dernier, et surtout de pouvoir voir ce que ça donne dans d'autres centres européens. Ce système de conférences sur YouTube me permet aussi, par rapport à toutes les recherches récentes, comme le service de Nicolas Cochin, que je vais photographier dans les prochains temps à Paris, ou le service du Württemberger Hof à Bâle, d'améliorer cette conférence et de pouvoir la recommencer d'ici un an ou deux, lorsque mes recherches se seront plus développées. Merci de votre attention. Eh bien, merci infiniment, Jacques, pour cette superbe conférence. C'est vraiment très intéressant. On a bien vu, on a bien compris le service à la française, je pense. Et puis, on a vu les différents décors tout au long du siècle. Alors, on vous donne rendez-vous dans un an. On sera ravis de connaître encore d'autres choses. Toujours hyper intéressant, en tout cas. Merci infiniment. Merci. Les photos étaient très belles et vraiment une présentation synthétique très, très agréable. Merci infiniment, Jacques. À Je bientôt. vous en prie. Merci à vous, Cécile. Au revoir. Au revoir.